Bonjour, bienvenue à cet événement sur la sensibilisation à la RGPD. Je me présente avec le réseau social, je suis responsable commercial. Je vous remercie d'être présent à cet événement en présentiel ou en distanciel, ceux qui nous suivent via le lien en vidéo. Réseau social est une entreprise informatique de l'ESS et nous sommes fiers de participer au programme d'inscription. Nous avons deux activités, une partie logicielle le suivi des personnes en insertion et une partie infogérance pour gérer les parties informatiques des différentes structures. Dans ce cadre-là, nous sommes prescripteurs d'une bonne pratique dans l'informatique et c'est pour cette raison que nous avons organisé cet événement autour de la RGPD avec DPO et Raphaël Bouchard, que je vous présente pour ma gauche, et qui va vous parler des bonnes pratiques en RGPD et qui va le faire de manière interactive par rapport aux questions que vous avez au quotidien sur ce sujet qui est très important à l'heure actuelle. Raphaël. Bonjour à toutes et à tous. Merci Réseau Social de m'avoir invité. Effectivement, pour me présenter rapidement, donc moi je suis Raphaël Bouchard. Dans une ancienne vie, j'étais avocat dans le domaine de l'IP, IT Data, dans le jargon. Donc ça veut dire propriété intellectuelle, nouvelles technologies et protection des données, donc RGPD. Et je suis le CEO et cofondateur d'une structure qui s'appelle DPO. Et donc DPO, c'est quoi? C'est un délégué à la protection des données externalisées. Alors on va expliquer un peu ce que c'est. Et nous, pour parler rapidement de nous, on est aujourd'hui le deuxième DPO externalisé de France. On a à peu près 450 clients de tout type de structure, tout type de taille. On a des associations, notamment Réseau Social. C'est pour ça qu'on est amené à travailler notamment assez souvent ensemble. D'autres associations, l'Union sociale pour l'habitat, Solinum, etc. Enfin, on a un paquet. Et aussi des structures comme le groupe Express, RATP. Voilà. Et donc, notre objectif, c'est d'accompagner nos clients au quotidien sur les volets RGPD. Et donc, c'est tout le sujet d'aujourd'hui. On va vous expliquer un petit peu ce qui relève du RGPD, ce que c'est. Le RGPD Ma Vie, Mon Œuvre aujourd'hui, en sachant qu'évidemment, donc pour rappel, il y a des personnes à la fois en visio et à la fois sur site. Donc, n'hésitez pas tous à poser des questions, à m'interrompre, à poser des questions. Évidemment, pour ceux en visio, ce sera dans le chat et on va essayer d'y répondre au fur et à mesure. Et vous, en présentiel, n'hésitez pas à poser des questions aussi au fur et à mesure, que ça soit interactif et pour sortir en ayant appris quelque chose. L'objectif, c'est que ça ne soit pas un cours magistral. Donc, bonjour à toutes et à tous. Et donc, alors, je vous propose d'entrer dans le vif du sujet et d'abord de vous expliquer un peu, on va quand même... Je vais vous poser une première question qui marche à peu près à tous les coups. Alors, je la pose à toutes les questions. Donc, si vous regardez demain d'autres webinaires de moi, vous l'aurez toujours, je suis désolé. Mais elle est quand même marche à tous les coups. À votre avis, est-ce qu'on dit le ou la RGPD? La. Alors, qui dit la? Ok, et ben vous avez tort. Je vous ai dit, elle marche à tous les coups. Je m'excuse parce que j'ai fait la faute et que je connais. Mais j'entends pris, au contraire, j'adore. Justement, c'est ça que ça permet de bien intégrer, de bien introduire le RGPD. Pourquoi c'est pas là? Et c'est normal que vous vous trompiez. Tout le monde pense à la réglementation, donc tout le monde se trompe, c'est normal. Et en fait, c'est un règlement européen. Et c'est normal que vous sachiez pas ce que c'est, parce que globalement, on ne vous le dit pas trop. Mais un règlement européen, alors ça va peut-être en effrayer certains, mais c'est une loi fédérale qu'on appelle règlement pour pas faire peur aux gens. Mais en fait, un règlement européen, ça s'applique partout pareil dans toute l'Union européenne. Donc c'est ça la grande différence. Donc en fait, en droit européen, vous avez deux types de lois, on va dire. Vous avez les directives, ce qui était l'essentiel avant. Donc les directives, c'est où on fait des grandes lignes. On vous dit, l'objectif, c'est d'aller là-bas. Et vous pouvez à peu près, en suivant ces grandes lignes, faire à peu près comme vous voulez, vous adapter. Donc forcément, ça fait des différences entre pays. Et un règlement, c'est donc la même chose pareil. Et c'est quoi l'intérêt? C'est que ça harmonise les règles dans toute l'Union européenne. Donc évidemment, par exemple, sur une logique de protection des données, ou quand on est face à des GAFAM, le faire au niveau d'un État, ça ne marche pas très bien. Par contre, au niveau du premier marché mondial, ça marche pas mal. Donc c'est pour ça que c'est la même réglementation.
D'accord. Donc ça, c'est important de le savoir. Ça permet de comprendre tous les enjeux et ce qui se passe un peu en ce moment, parce que vous avez peut-être vu, alors l'objectif n'est pas de faire de la politique, mais le RGPD est quand même très politique, vous l'avez compris ces derniers temps, parce que quand M. Trump est arrivé au pouvoir, le premier truc qu'il a dit, c'est on va détruire l'Union européenne, le RGPD, le DSA, le DMA, c'est-à-dire les protections de lutte contre les propagandes dans les réseaux sociaux, etc. On comprend très bien pourquoi. C'est-à-dire que la protection des données aujourd'hui, elle est fondamentale dans une démocratie et je pense que tout le monde se rend bien compte de pourquoi. Je donne un exemple typique. Avant que le RGPD soit vraiment mis en œuvre, vous aviez le sujet de Cambridge Analytica. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde, ce scandale. C'est-à-dire l'utilisation massive de données de personnes sur Facebook pour manipuler les élections, notamment de Trump et le Brexit. D'accord ? Donc, le RGPD, évidemment, le contrôle des données, il est fondamental dans une démocratie. Il ne faut pas confondre protection des données et confidentialité. Ce sont deux choses différentes. Une donnée, elle peut ne pas être confidentielle, mais être protégée. Je vous donne un exemple typique. Sur LinkedIn, vous mettez vos données personnelles sur LinkedIn. Elles sont bien publiques, puisque vous avez publié sur LinkedIn de manière publique. Donc, elles ne sont pas confidentielles. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas protégées. Une personne ne peut pas les siphonner dans tous les sens et faire ce qu'il veut avec. Donc, il faut bien distinguer. Souvent, les gens font la confusion. La confidentialité n'a rien à voir avec la protection des données. D'accord ? Et donc, le RGPD, comme vous l'avez vu, c'est donc fondamental dans les enjeux démocratiques. Et ce qui est intéressant, c'est que Cocorico, au moins pour le coup, c'est un peu la fierté de l'Union européenne, c'est que le RGPD, il se développe partout, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Le Canada vient de mettre en place un équivalent. La Suisse, depuis septembre dernier, a mis un équivalent. Le Brésil a un équivalent. Il y a énormément de pays maintenant qui adoptent de plus en plus l'équivalent du RGPD, même la Chine. Alors évidemment, elle le fait à sa sauce. Donc, par exemple, tout ce qui est relatif de l'État n'est pas concerné, bien sûr, comme ça, c'est plus facile. Mais néanmoins, ils ont une forme de RGPD. Et même la Californie, même si ça ne va pas au niveau de puissance du RGPD, elle a mis en place depuis une protection des données. Donc, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est plutôt un phénomène qui a tendance à s'agrandir et être de plus en plus important. Pardon. Donc, il y a une influence mondiale et évidemment, on voit bien l'explosion des risques. Et juste pour finir sur ce point-là, pour bien comprendre le RGPD, moi j'aime bien le définir en quelques notions. Parce que, évidemment, après je vais vous expliquer, on va aller un peu plus dans le détail de ce que c'est que le RGPD, mais concrètement, si on veut définir le RGPD, ça a permis de faire le contrôle de ces données sur notamment ces prestataires. Puisque vous, alors on pourra voir ce que vous faites comme activité, si vous êtes plutôt ce qu'on appelle un responsable de traitement ou plutôt un sous-traitant, on en parlera après. Ça a un impact très fort sur vos obligations en termes RGPD, mais comment dire, vous avez tous des prestataires que vous utilisez. Par exemple, réseau social est un prestataire, c'est-à-dire que c'est un outil métier que vous utilisez pour SIAM, pour pouvoir gérer les données, que les salariés d'associations chez vous puissent traiter les données à des bénéficiaires. D'accord ? Et donc, vous avez ce contrôle maintenant, réseau social a des obligations vis-à-vis de vous dans l'utilisation de ces données. Et en fait, ce contrôle, il enchaîne, puisque le réseau social lui-même a des prestataires, qui a des prestataires. Et en fait, avant, ce contrôle n'existait pas en chaîne. Donc, c'est-à-dire qu'avant, vous utilisez un prestataire, vous mettiez des données dedans, et en fait, vous pouvez faire presque ce qu'il voulait globalement dedans, à moins que vous aviez un contrat bien béton, mais ce n'était pas forcément le premier réflexe. Donc, on voit bien que déjà, il y avait un sujet. Aujourd'hui, ça choque tout le monde. Maintenant, le RGPD, il l'interdit. Voilà, donc, il y a un contrôle en chaîne qui a été mis en place. Donc, il y a contrôle sur ces données. Ça, c'est le premier point. Il y a évidemment, tout le monde en parle, le contrôle sur les transferts en dehors de l'Union européenne. Puisque le RGPD considère l'Union européenne comme un pays avec des frontières. Et dans ces frontières-là, les transferts ils sont autorisés sans contrainte. En dehors, ce n'est pas vrai. Et on verra que ça a des conséquences importantes. Évidemment, il y a l'aspect transparence. Je parle, par exemple, d'information, politique de confidentialité, politique cookies, vous en avez tous entendu parler. C'est-à-dire que maintenant, on doit vous informer sur ce qui se passe dans l'utilisation des données. Donc, il y a une notion de transparence. Il y a une notion de sécurité, bien sûr. Ça, je pense que je l'apprends en personne. Et il y a une notion de minimisation. Je m'explique. C'est qu'en fait, on doit traiter les données de moins de temps possible, juste le temps nécessaire. On doit traiter le moins de données possible, juste les nécessaires, etc. Donc, voilà, le RGPD, on peut le définir sur ces notions-là. Et n'hésitez pas si vous avez des questions avant de passer au sujet suivant. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que c'est plutôt clair pour vous? Je vais rebondir sur ce que disait Raphaël.
Effectivement, c'est une réaction en chaîne. C'est-à-dire que nous sommes votre prestataire pour certains, mais notre hébergeur doit être RGPD et toute la chaîne complète doit être RGPD d'un bout à l'autre. Et souvent, beaucoup de structures ne regardent que ce qu'il y a en frontal et pas ce qu'il y a derrière. Donc, surtout, renseignez-vous de l'ensemble de la chaîne, à savoir si elle est conforme d'un bout à l'autre au règlement RGPD. Mais tu as raison de me préciser, parce que, encore une fois, quand je dis que vous avez récupéré le contrôle, encore faut-il le mettre en œuvre, ce contrôle. Parce qu'évidemment, c'est-à-dire que les prestataires ont normalement l'obligation de vous démontrer qu'ils sont conformes au RGPD, mais vous avez l'obligation de les contrôler. Et ça, on en parlera un petit peu de toute façon après, mais effectivement, c'est un des points clés. On en reparlera un petit peu après, mais vraiment un des points clés. Juste avant de se lancer vraiment dans le fond du dossier, 3 petits scoops qui vont vous amuser, qu'on ne dit pas évidemment dans les médias. Le premier, c'est que ChatGPT, c'est pas conforme. Pardon. Ça peut-être ne vous surprend pas, hein, mais voilà. Mais pour vous donner un ordre d'idée, c'est-à-dire qu'en fait, ChatGPT, évidemment, c'est un prestataire technique. On doit le contrôler. Évidemment, on vous imagine bien que même nous, DPO, même si on est le 2e de France, ils ne nous répondent pas. Faut pas se mentir. Et donc, c'est que les autorités de contrôle qui peuvent les contrôler. Bonjour Idriss. En l'occurrence, l'autorité italienne a de contrôle, parce qu'en fait, juste pour bien préciser. Excusez. Merci beaucoup. Idriss Benami, j'ai fait l'intermédiaire. Monsieur le Président. Réseau social. Idriss, bienvenue. Bienvenue. Je te laisse ma place. Oui. Oui. Ah, Laisse ma place. Tu vas bien? ça va pas. Très bien, très bien. Alors, donc, j'étais en train d'expliquer, j'étais en train de donner 3 scoops sur le volet RGPD qui peuvent t'intéresser. Le premier, donc je disais, c'est que ChatGPT n'est pas conforme au RGPD. Et surprise, n'est-ce pas? Grosse scoop, puisqu'en fait, donc l'autorité italienne, en fait, chaque pays de l'Union européenne, comme je vous l'ai dit, c'est un règlement. Donc, comme c'est un règlement, c'est les mêmes règles partout. Donc, dans les 27 États membres, vous avez une autorité de contrôle de la protection des données. En France, c'est la CNIL, tout le monde connaît. Et puis, il y en a dans d'autres pays. Et donc, l'Italie, donc sur la base des mêmes textes, donc des mêmes règles, a audité ChatGPT, enfin OpenAI, et clairement, ce qui est sorti, c'est qu'ils ne sont pas conformes, mais globalement, ils sont interdits en Italie. Alors, on se demande comment ça se fait qu'ils soient autorisés en France, mais ça, c'est un autre sujet. Je vous laisse répondre tout seul à la question. Vous avez aussi le sujet DeepSeek. DeepSeek, le DeepSeek, c'est pas conforme non plus. Voilà, oui. Et pourquoi? Alors là, je vous ai dit que les transferts en dehors de l'Union européenne étaient interdits, je vous ai dit tout à l'heure. DeepSeek, il est où le cerveau? Il est en Chine. Et jusqu'à preuve du contraire, la Chine, c'est pas non plus très démocratique. Il n'y a pas un respect de l'état de droit de dingue. Et en fait, les transferts en dehors de l'Union européenne sont autorisés que si on peut démontrer que les données seront suffisamment sécurisées. Donc, ça veut dire que si vous envoyez en Chine des données, même si vous êtes un super beau contrat qui dit mais bien sûr qu'on est formidable, le contrat, comme il s'assoit un peu dessus, évidemment, il ne vaut rien. Donc, DeepSeek, c'est pas bon non plus. Donc voilà, ça 2 petites informations, comme ça vous saurez si demain vous faire de l'IA. La troisième chose intéressante, c'est que certainement cette année, il y aura quasiment sûr cette année, il va se passer quelque chose d'assez fou, dont on devrait normalement parler dans les médias, qui devrait normalement faire sauter au plafond M. Trump, puisqu'il y a ce qui s'appelle la Cour de justice de l'Union européenne, donc qui est une cour de justice indépendante qui fait partie des institutions de l'Union européenne, dont le principe est de s'assurer du respect du droit européen au sein des États membres. Et en fait, comme je vous l'ai dit, pour pouvoir faire des transferts en dehors de l'Union européenne, il faut soit qu'il y ait des accords, soit des contrats et compagnie. Les États-Unis, ce n'est pas l'Union européenne. Donc les États-Unis, pour pouvoir transférer des données, on a mis en place des accords qui permettent le transfert de données vers les États-Unis. Il faut savoir que ce traité, il y en a déjà eu 2. Les 2, ils ont été censurés déjà depuis un moment pour les mêmes raisons. Si vous avez entendu parler du Patriot Act, ce genre de choses, donc évidemment, en fait, les données, nos données aux États-Unis, elles ne sont pas super protégées. Ce qui fait qu'il y a eu un 3e traité qui a été signé sous Biden, qui a été directement attaqué, tout de suite attaqué par la même association, qui s'appelle NOIB. C'est une association qui s'appelle None of Your Business, donc ça ne vous regarde pas, dont le but est la protection des données, qui a donc fait tomber 2 fois les traités. On sait déjà, c'est-à-dire que
comme je vous l'ai dit, j'étais avant avocat. D'habitude, il y a ce qu'on appelle l'aléa judiciaire, c'est-à-dire que même quand on a raison, on n'est pas sûr de gagner. Bon, là, il y a zéro sujet. Hein. Globalement, on sait tous qu'en 2025 ou début 2026, le traité qui aujourd'hui permet les transferts vers les États-Unis, il va être censuré. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que tous les outils américains, ils vont être interdits. Pendant au moins une période temporaire, le temps au moins de s'assurer que les choses fonctionnent. Oui, je sais, ça fait peur comme ça, mais ça sera à la réalité. Et en plus, donc, par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, hein, c'est que les fonctionnaires qui étaient chargés du respect de ce traité aux États-Unis ont été licenciés la première semaine par M. Trump, la première semaine de son arrivée au pouvoir, bien sûr. Donc déjà qu'il était déjà quasi sûr d'être censuré, alors maintenant qu'il n'y a plus personne, il faut être sûr qu'il soit censuré. Et la dernière décision qui avait censuré les États-Unis, elle avait été déjà violente. Hein. Elle avait dit si vous ne mettez pas en place, encore une fois, des mesures, c'est-à-dire qu'un contrat ne suffit plus. Si vous devez démontrer que vous avez mis des mesures qui permettent de transférer les données. Ça veut dire que tous ceux qui ne permettront pas, qui n'auront pas les moyens de démontrer cette protection, c'est niet. D'accord. C'est pour ça d'ailleurs, il y a de plus en plus d'outils américains commencent à mettre leurs serveurs en Europe. Intéressant. Donc voilà, donc ça, sachez-le, va y avoir petite explosion nucléaire dans l'année, normalement, dont on ne parle pas trop. Et juste pour vous donner la mesure de l'impact, hein, c'est que la dernière fois que ça est arrivé, vous avez peut-être entendu parler en 2023 que Google Analytics a été interdit en France. Tu te souviens, ça ne m'étonne pas que toi tu te souviennes, peut-être vous un peu moins, mais Google Analytics, donc cookies, c'était le cookies le plus utilisé du marché. Il y a eu donc cette décision qui a interdit les transferts pendant une période qui est arrivée. Google continue à transférer des données. Ils ont été attaqués en justice et donc Google Analytics a été interdit en France pendant une période d'au moins 1 an jusqu'à ce qu'il y ait le nouveau traité. Et donc ça veut dire que nous, par exemple, dans nos clients, tout le monde quasiment a arrêté de l'utiliser. Donc ça a vraiment des choses concrètes. Et nous, par exemple, sur tous nos clients, et si c'est votre cas, et je sais que toi, ça sera ton cas, on en a déjà un peu parlé, de l'IA, si vous avez des projets IA, allez sur autre chose que du chat GPT ou du DeepSeek, ou alors vous prenez de l'open source. OK. Il y a des questions? Alors, je vais juste vous faire travailler un petit peu. Pareil, je fais ça toutes les sessions, mais il n'y a pas de raison déjà, hein, parce qu'il est tôt. Voilà. Et donc, il n'y a pas de venir. Voilà, exactement. Et donc, écoute, en plus, j'étais en retard, donc tu vois, comme ça. Donc, l'objectif, c'est de poser quelques questions de vous faire travailler pour vous expliquer un peu ce que c'est que le RGPD concrètement et ce que c'est qu'une donnée perso, surtout. Donc, si je vous dis une plaque d'immatriculation, vous pensez que c'est une donnée personnelle ou pas? Alors, qui dit non? Eh bien, vous avez tort aussi. Mais c'est pas grave, il faut oser. Non, la plaque d'immatriculation est effectivement une donnée personnelle parce que justement, une donnée personnelle n'est pas une donnée forcément nom, prénom et compagnie. C'est une donnée qui permet de reconnaître des personnes directement ou indirectement. Mais qui s'achète. Alors, ça s'achète pas forcément. Hein. Enfin, en tout cas, qui est donnée par la préfecture au garage. Ah, par la plaque d'immatriculation. Si. Ah oui, la plaque d'immatriculation est payante, mais ce que je veux dire, c'est qu'une donnée personnelle, elle l'est pas. Non, mais certains garages rachètent les données de la préfecture. Moi, j'ai déjà reçu un courrier et que j'avais eu ce courrier parce que le garage avait racheté ma donnée personnelle à la préfecture. Ah, ça c'est intéressant. Mais oui, ça c'est dans certains cas possible. Si je ne voulais pas, il fallait que je le dise à la préfecture. Ah, mais tu sais, c'est étonnant que la préfecture respecte pas le RGPD. Mais... c'était il y a quelques temps. Parce que je suis pas sûr qu'ils aient vraiment le droit de faire ça, mais ça, on pourra en parler après, parce que il y a les notions de prospection dont je voulais parler tout à l'heure. Mais effectivement, la plaque d'immatriculation, c'est quoi le but? C'est de vous reconnaître si vous faites des bêtises. Et donc, c'est bien une donnée personnelle. Et donc, une donnée personnelle, c'est pas que nom, prénom. C'est n'importe quoi qui permet de vous reconnaître de manière indirecte. Donc, même des numéros, série de chiffres. Et typiquement, vous savez, peut-être que vous avez entendu parler de l'adresse IP. Et bien, l'adresse IP, en fait, l'objectif, alors sauf si tu as comment ça s'appelle déjà un VPN, exactement, merci. À moins d'avoir un VPN. Eh ben, l'adresse IP, c'est celle de mon ordinateur ou mon mobile, mon terminal, donc on me reconnaît. Donc, c'est une donnée personnelle. C'est notamment là-dessus, hein, c'est ça que transférait Google aux États-Unis hein, et qui a fait l'interdiction de Google Analytics. Donc voilà. À votre avis, c'est plutôt, si je vous dis l'adresse email pro, c'est une donnée perso ou pas? Par exemple, la vôtre ou moi, la mienne, Raphaël@dpo.com. Voilà, tout le monde comme ça, mon adresse mail.
Est-ce que c'est pas la vraie, c'est pas vrai. Est-ce que, d'après vous, c'est une donnée perso ou pas? Ah, maintenant, vous avez peur de répondre. Hein. Je crois que ça, je sais pas. C'est pas revenu à votre dossier. Donc, vous diriez non? Vous direz oui. Qui dit oui? N'ayez pas peur. Hein. Tous les autres disent non? Il y en a qui ne se prononcent pas. C'est tout à fait. C'est effectivement une donnée personnelle, puisque comme on le disait, l'objectif c'est qu'on puisse vous reconnaître directement ou indirectement. Et donc, en fait, là, c'est mon adresse perso, c'est la mienne, enfin pro, pardon. C'est effectivement une donnée personnelle. Donc, il n'y a pas de sujet par rapport à pro-perso. Il n'y a pas de différence. Et pourquoi j'insiste là-dessus? C'est que beaucoup de gens oublient que le RGPD, ça s'applique aussi aux salariés. Et oui, il y a beaucoup de gens qui l'oublient. Et aujourd'hui, 35% des plaintes, c'est des plaintes salariées. Que les choses que vous soyez bien au courant. Par exemple, déjà dès lors que vous êtes en difficulté avec un employé, c'est un bon levier de négociation, bien sûr. Mais aussi, on a des exemples de salariés qui ont, et à tort ou raison, mais ça, il n'y a pas d'avis à avoir là-dessus, mais qui ont fait lanceur d'alerte presque. C'est-à-dire qu'ils voient que leur structure ne respecte pas le RGPD, ils vont aller dénoncer auprès de la CNIL avec les éléments. Nous, on a déjà eu ça. C'est une grosse partie de notre travail, nous, en tant qu'entreprise, en tant que prestataire informatique, justement d'aider nos clients à repérer les données personnelles de leurs salariés sur leur système, sur SharePoint ou les mails, etc. Justement, quand il y a des conflits, quand il y a des situations un peu délicates, qu'on puisse guider nos clients pour justement leur permettre de savoir ce qu'ils font, où sont les données, etc. Et souvent, c'est de bonne foi, ils mettent les données à un endroit, mais bon, ils se rendent compte que ce sont des données d'abord personnelles. Donc voilà, donc il faut bien faire attention à ça. Et allez, petite dernière question, et après je vous arrête de vous embêter, mais est-ce que d'après vous, une donnée bancaire, c'est une donnée sensible? Qui dit oui? Il y avait un piège, hein, évidemment. Et non. Et voilà, j'adore ça. En fait, le RGPD, il vous distingue deux types de données. Les données normales et les données sensibles. Et en fait, les données sensibles, contrairement, et c'est normal que vous ayez ce réflexe, hein, en fait, c'est tout à fait normal. On se dit tous, attends, j'ai pas envie qu'on connaisse mon compte bancaire. Et là, je ne vous dis pas qu'en fait, elle ne doit pas être protégée, peut-être un peu plus. Mais en fait, ce n'est pas une donnée sensible au sens du RGPD. Au sens du RGPD, les données sensibles, c'est que les données qui peuvent mener à une discrimination. Orientation sexuelle, opinion politique, tout ce qui va être origine ethnique, tous ces trucs-là, ce sont des données sensibles au sens du RGPD. Et donc là, évidemment, on ne peut pas les traiter comme ça. Et encore, donc là, il faut le consentement dans certains cas, ou alors des fois, même c'est interdit. D'accord ? Par principe, c'est interdit de les traiter. Par exemple, si je prends le compte bancaire, c'est pas interdit de le traiter par un principe. Voilà. Par contre, elles doivent être fortement protégées. Et c'est pareil pour le numéro de sécurité sociale que vous pouvez être amené à traiter dans vos assos. Hein. Ce n'est pas une donnée sensible. Néanmoins, la CNIL, dans ses jurisprudences, impose de respecter certaines règles spécifiques pour la numéro de carte d'identité, de sécurité sociale. OK. Est-ce que pour l'instant, c'est… Oui, pardon, allez-y. Ah oui, je n'ai pas dit que ce n'était pas une donnée personnelle. C'est une donnée personnelle, mais elle n'est pas sensible au sens du RGPD. Mais néanmoins, le numéro de sécurité sociale, vous devez l'utiliser par exemple de manière elle est très encadrée, plutôt par la jurisprudence de la CNIL. Hein. C'est pour bien… Voilà, donc vous ne pouvez pas faire n'importe quoi avec. Raphaël, oui. Quel est le lien entre la norme NIS2 européenne et le RGPD? Alors, le lien, la norme NIS2, elle est plutôt côté sécurité essentiellement. Et en fait, le RGPD, et effectivement, c'est une bonne question parce qu'il y a aussi le RIA, il y a plusieurs réglementations qui s'appliquent et les gens peuvent être un peu perdus. Et en fait, le RGPD, donc c'est vraiment la protection des données. Le RIA, c'est IA, mais il y a une composante RGPD, mais en fait qui va préciser certains aspects du RGPD. Et le NIS2, c'est vraiment… En fait, le RGPD, il y a 2-3 articles sécurité qui va dire, pour la sécurité, il faut faire ceci, cela, mais c'est très général, évidemment. Alors que le NIS2, il va quand même donner des règles plus précises sur les aspects de sécurité. C'est ça la différence.
Donc, effectivement, il y a bien savoir qu'évidemment, le RGPD, en fait, le droit des nouvelles technologies, si on le prend dans la grande globalité, il y a plein de textes en fait différents. Le RGPD est aujourd'hui le plus connu. Effectivement, là, il y a peut-être le plus de choses, mais effectivement, il faut le raccrocher à différents trucs. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais. Comment se fait l'articulation entre la CNIL et l'RGPD? Vous voulez dire comment ça marche avec la CNIL? Alors en fait, la CNIL, c'est l'autorité de contrôle. Et en fait, pardon? Ah oui, pardon. Pour la question, c'était quelles sont les interactions et comment ça fonctionne entre la CNIL et les structures. Et en fait, alors la CNIL, donc c'est l'autorité de contrôle. Elle peut être amenée à faire des contrôles soit sur plainte, soit dénonciation, soit directement de manière inopinée. D'accord. Le risque, en fait, la réalité, c'est que le risque CNIL, c'est pas le premier risque concrètement, contrairement à ce que les gens pensent en général. Le premier risque, je vous l'ai dit, il est d'abord, souvent il est RH. En fait, la CNIL va venir après. C'est-à-dire que un salarié qui envoie une plainte à la CNIL, vous recevez automatiquement une demande d'explication. La CNIL va pas venir comme ça en réalité. Prospection commerciale, si la CNIL reçoit 2-3 plaintes, et ça prend 2 minutes, hein, vous êtes sûr de recevoir une lettre. L'un des autres risques, par exemple, prenons réseau social, le risque CNIL n'est pas le risque numéro 1 de réseau social. Ça dépend aussi de votre typologie. Toi, ton risque numéro 1, c'est un risque business, entre guillemets, puisque en tant que sous-traitant, il a l'obligation de vous démontrer qu'il est conforme à RGPD, réseau social, et s'il ne l'est pas, vous n'avez pas le droit de le prendre. Donc, lui, son premier risque, c'est que ses clients arrêtent d'utiliser réseau social. D'accord. Donc, pour les sous-traitants, et on va en parler juste après, le risque, il est d'abord business. Pour les structures autres, notamment soit, alors là, en asso, donc les structures d'asso, on va dire soit entre guillemets B2C, vous me permettez ce langage, ou B2C ou avec les salariés, là, le risque, il est autre. Effectivement, il est cyber, évidemment. Il est RH et il est par rapport au end-user, de la manière dont on va utiliser les données et notamment s'il y a des demandes de droits, des demandes d'oubli, etc. Donc, le risque est souvent un peu différent. Et donc, on va dire, pour le B2C et salarié, oui, à la in fine, c'est la CNIL, mais elle vient seulement s'il y a eu des éléments et compagnie. Et pour les sous-traitants, le risque il est vraiment business. Et ça, c'est vrai que les gens ne le pensent pas, ils pensent tout de suite CNIL, et après ils se disent, en même temps, la CNIL, il y a eu 50, il y a 70 sanctions par an, donc c'est pas grand-chose. Bon, la réalité, c'est que déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la CNIL a changé ses règles. Maintenant, elle fait ce qu'on appelle elle a une procédure simplifiée, et ce qui fait que là, elle est plus à 60 sanctions, elle en est à des centaines, parce qu'en fait, aujourd'hui, elle va, par exemple, elle va recevoir 2-3 plaintes de salariés, globalement. Ça va faire procédure simplifiée, 20 000 euros. 20 000 euros, 20 000 euros, 20 000 euros, 20 000 euros. Je crois que le mois dernier, il y a déjà 5 ou 6 qui se sont tapés 20 000 euros d'amende. D'accord. Et donc, ça, il faut compter plus la procédure en amont qui avait désorganisé l'équipe, etc. Et évidemment, ça va loin. C'est beaucoup de désorganisation. La CNIL, elle peut être quand même assez hargneuse. Hein. Nous, on a des clients, ça a été long, les process. OK. Donc, il faut faire attention. Mais voilà, si on fait bien les choses en amont, en réalité, j'aimerais juste préciser ça. Évidemment, je prêche pour ma paroisse, mais c'est une réalité. C'est que le RGPD, on le voit beaucoup comme une contrainte. Vous entendez beaucoup aujourd'hui des gens qui disent « Ah, il faut tout déréguler ». On revient à Trump, qui disent « Mon Dieu, c'est une fin à l'innovation ». Que nenni, j'ai envie de dire. Donc, c'est pas du tout vrai. En fait, au contraire, si on respecte le RGPD, on s'enlève des risques de dingue, comme le risque cyber qui explose. On se réduit des risques à tous les niveaux. Et en fait, c'est plutôt aujourd'hui, nous on le voit avec nos clients qui respectent le RGPD, c'est plutôt un moteur concurrentiel par rapport aux autres, parce qu'en fait, ça rassure les bénéficiaires, les utilisateurs, les clients, d'avoir une structure qui est RGPD conforme. Donc aujourd'hui, et faites le test avec vous-même, demain vous avez une structure qui dit qu'elle est RGPD, elle a fait tout bien, et une qui en a rien à faire, et ils font le même service, vous allez d'abord sur celle qui va protéger vos données. Logique. Ouais, ça force à faire attention aux données. En fait. Ça force à faire du propre, en fait. Ça force à faire du propre. Ça, c'est vrai. Et en fait, et même par exemple, tu as raison, et même pour les serveurs, par exemple, finalement, avant le RGPD, on cumulait des datas qui ne servent plus à rien, et en plus, ça peut coûter une blinde, enfin, au bout d'un moment, en termes de serveurs. En fait, le RGPD, il vous propose d'avoir quelque chose de clean. Donc, en fait, vous avez des bases beaucoup plus clean, avec beaucoup plus de valeur, des bases de données, je parle. Et en plus, vous payez moins en serveur, c'est mieux pour l'écologie, vous réduisez vos risques. Enfin, en fait, c'est tout à gagner. Et en réalité, c'est pas si horrible que ça si vous êtes bien accompagné, bien sûr. On peut transformer ça en usine à gaz, mais
si on fait ça avec le bon prestataire, évidemment, il y a un bon et le mauvais DPO, j'ai envie de dire. C'est vrai en plus. Et bah, évidemment, ça change beaucoup la donne, bien sûr. Si vous avez des questions. Comment on peut savoir si une personne est certifiée conforme à un RGPD? Eh ben alors, bonne question. Vous avez des acteurs qui peuvent être. Alors, il y a un. Oui. Oui, pardon. Comment est-ce qu'on peut être certain qu'un prestataire est RGPD, est conforme au RGPD? D'accord. Est-ce qu'il y a une certification pour le prestataire? Ouais, alors très bonne question. Non. Voilà, voilà, la CNIL, c'est prévu dans le texte, mais la CNIL, manifestement, elle a essayé d'en faire un, mais c'était tellement contraignant que personne ne l'a jamais fait. Voilà. Non, c'est vrai en plus. Voilà. Donc vraiment, on voyait le truc, on se disait, ils sont à côté de la plaque. Maintenant, ce qui fait que nous, par exemple, c'est pour ça on est dans les seuls à fournir un label pour nos clients qui sont conformes. Donc, il peut y avoir ce genre de choses. L'élément qui marche très bien, ne regardez surtout pas là, les pastilles RGPD avec des petites étoiles autour. On a l'impression que c'est un truc officiel. Ça n'existe pas. Hein. Ils ont fait ça sur ChatGPT, ils se le mettent sur leur site. C'est genre, voilà, limite, si vous voyez ça, fuyez. C'est plutôt le dire l'inverse. Donc, non, ce qui peut marcher, c'est. Alors, le mieux, c'est d'avoir évidemment un DPO, parce que c'est plus simple. Non, c'est vrai, je ne peux pas vous dire autre chose en vrai, parce que c'est comme si c'est comme si vous me disiez, si j'ai une maladie, comment je fais pour vraiment la remarquer? Je pourrais vous dire, vous pouvez aller sur Doctissimo, mais ça fait journalement peur, quoi. Et on peut essayer de trouver nous-mêmes, mais on va tout de suite avoir un truc plus grave. C'est vrai que nous, on est entre guillemets le médecin de ça, donc c'est difficile de vous dire, il y a tel symptôme. Il y en a, mais c'est quand même pas si facile à voir. Je dirais que dans les symptômes, en tout cas, qu'il faut regarder, déjà, une structure où il n'y a pas de politique confidentialité, pas de politique cookie. Si c'est un sous-traitant, il n'a pas un document qui s'appelle un DPA, un Data Processing Agreement. Ça, c'est un accord de protection des données qui est obligatoire pour les sous-traitants et il doit être normalement en ligne. Bon, déjà, là, gros warning. Et vous pouvez aussi aller sur la politique confidentialité, voir s'il y a un vrai DPO. Mais attention, le vrai DPO, ça veut dire DPO globalement externalisé. Il ne faut pas que ça soit, parce que souvent, le DPO, on a mis quelqu'un qui a une triple casquette dans la structure, qui va être un peu au placard sur l'aspect RGPD. Bon, ce n'est pas un DPO, bien sûr. Donc, voilà, ça, c'est certains éléments, mais il faut faire quand même attention. Parce qu'en plus, il y a beaucoup de prestataires qui vont dire, mais bien sûr, on est conforme, on s'engage, etc. Puis quand on creuse, parce qu'on va faire un moment en audit, quand on creuse, ils voient qu'ils ne le sont pas du tout. Et je donnerai un exemple intéressant. On avait un client, donc là, ils avaient besoin d'une boîte qui fait du KYC. Je ne sais pas si ça vous parle du KYC. C'est Know Your Client, c'est-à-dire une procédure, par exemple, dans le bancaire ou dans l'assurance, ça existe beaucoup. C'est pour pouvoir justement être sûr que vous n'êtes pas un escroc, vous n'avez pas volé de l'argent, vous n'êtes pas sur des fichiers, je ne sais quoi. Et donc, là, pour ça, il y a des prestataires. Et donc, nous, on a audité un de nos prestataires pour le compte de nos clients. Et le prestataire est l'un des plus connus dans le domaine. On avait l'impression qu'au début, il disait on est formidable, bien sûr, regardez. Puis nous, un peu comme on connaît, on se dit c'est bizarre, il y a des trucs qui sont pas très bons quand même. On va creuser, puis on voit qu'ils tournent un peu autour du pot. Et ils finissent pour nous avouer qu'en fait, ils réutilisaient les données de leurs clients, donc les données des end-users, qui sont les clients de leurs clients. Donc, eux, ils n'ont aucun lien pour eux, pour leur compte, pour aller faire de la prospection pour leur compte, voir des bases de données, etc. Évidemment, ils n'avaient pas du tout le droit. Donc, évidemment, on ne les a pas pris. D'accord. Et ça, il fallait creuser. On n'aurait pas pu le savoir comme ça. Et si je peux parler pour notre expérience à nous, donc au départ, c'était moi le DPO. Quand la loi est arrivée, il fallait que quelqu'un le fasse. Et la seule personne qui avait accès à toutes les données de l'entreprise, c'était moi, puisque pas ma fonction. Donc, autant les données salariales, que les données des clients, que les données. Donc, c'était moi qui l'étais. Sauf que c'était pas conforme, parce que je peux être jugé parti. Donc, c'est comme ça aussi qu'on est rentré tout à fait en contact avec Raphaël à l'époque. En disant, voilà, et puis surtout, on commençait à avoir des données extrêmement sensibles par le logiciel. Je ne sais pas si Eric vous en a parlé, mais on a un logiciel qui gère des parcours de parcours d'insertion. Typiquement, Emmaüs, c'est un de nos clients. Le Centre d'action sociale de la ville de Paris, c'est un autre de nos clients. Donc, ils ont des données extrêmement sensibles. Aujourd'hui, on a 200 000 parcours complets dans nos bases. Et donc voilà, ça devenait un peu lourd pour moi d'être DPO et surtout, je ne pouvais pas être jugé parti en même temps. Donc, c'était important d'avoir quelqu'un qui pouvait nous accompagner. C'est pour ça qu'on a rencontré qui est spécialisé là-dedans. Tout à fait. Et ce que tu dis est très intéressant parce que effectivement, comme tu le dis, on n'a pas le droit d'être jugé parti. Souvent, il y a des structures qui le font au début, c'est normal parce que il faut attendre le bon moment aussi.
Mais en fait, forcément, déjà, on n'est pas considéré comme un DPO légal quand on est jugé partie. Donc ça, c'est important de savoir. Et c'est pour ça que la CNIL pousse beaucoup à avoir plutôt, alors évidemment, tant mieux pour nous, mais ils poussent beaucoup à avoir des DPO externalisés. Parce qu'en fait, ils démontrent évidemment l'indépendance. Moi, je ne vais pas vous mentir, nous aujourd'hui, quand on audite un sous-traitant et qu'il nous dit « ouais, je suis en interne », nous, on va creuser, on dit « ok, tu es en interne, tu fais quoi les 3/4 du temps ?» Oui, en fait, j'ai triple casquette et puis je suis au CODIR et machin. Bon, okay, en fait, tu n'es pas du tout DPO et donc tu n'es pas conforme. Et donc, ça veut dire je ne te prends pas. Donc, c'est quand même la sanction, elle est quand même sévère. Elle est sévère, elle est ce qu'elle est, mais je veux dire, elle a une vraie conséquence. Ok. Alors justement, on va pour maintenant parler un peu de ce que c'est de la sous-traitance. Donc, on a un petit peu parlé notamment de toi, mais peut-être de vous, peut-être des sous-traitants ici. Je ne sais pas, par exemple, là en présentiel, s'il y a plutôt des outils, où il y en a qui sont prestataires techniques, ou vous êtes plutôt des acteurs justement qui allons traiter des données de bénéficiaires directement. Vous êtes plutôt quoi? Pardon? Acteur. Très bien. Traitement de données bénéficiaires. Mais en tant qu'acteur ou pareil, ou plutôt en tant que sous-traitant, vous êtes un prestataire, un outil métier ou un hébergeur? Ah oui, donc vous êtes aussi acteur. Oui, non, je t'en prie. Et donc en fait, concrètement, tous, alors peut-être que vous utilisez déjà réseau social, mais effectivement, vous avez beaucoup d'outils. Ces outils, il y en a un paquet. Tout ce qui va être communication déjà, vous avez peut-être des outils de mailing pour les newsletters, pour envoyer des mails à tout le monde, ou peut-être des SMS. Vous avez peut-être votre site internet, il est sur du WordPress. Vous avez forcément un hébergeur OVH ou je ne sais qui. Vous avez peut-être, si vous êtes nombreux en termes de RH, vous avez peut-être un cabinet de comptable qui fait la gestion de la paye. Vous avez peut-être tous un SIRH. Tout ça, ce sont des sous-traitants. Donc, qu'est-ce que c'est concrètement? Donc, dans le RGPD, vous avez les personnes qui traitent les données, ce qu'on appelle les personnes concernées. Vous avez le responsable de traitement. Donc, par exemple, l'employeur, c'est responsable de traitement, c'est lui, c'est ses données à lui qui traite. D'accord? Donc, par exemple, là, c'est mes salariés. Donc, je traite mes données. Et puis, le sous-traitant, c'est celui qui va traiter les données de son client pour le compte de son client. Par exemple, je suis employeur. J'ai des salariés, je vais prendre un SIRH qui va traiter les données de mes salariés pour mon compte. OK. Réseau social, c'est le cas. Par exemple, réseau social vont traiter les données des bénéficiaires qui sont on va dire entre guillemets les clients des associations pour le compte des associations. Réseau social ne va pas aller contacter directement ses bénéficiaires, n'a aucun lien, ils n'ont pas le droit de le faire. Et je pense que vous ne voudriez pas qu'ils le fassent. C'est clair. Et toi non plus d'ailleurs. Et donc concrètement, le RGPD, il a vraiment contrôlé ça. D'accord? Et ça, c'est vraiment important. Je le disais tout à l'heure, mais je le répète. Et donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? J'en ai déjà un petit peu parlé, mais un sous-traitant, lui, il doit pouvoir vous démontrer que vous êtes conforme. Et notamment, il doit avoir des engagements contractuels sur l'aspect RGPD. Ça s'appelle le DPA, Data Processing Agreement, ou accord de protection des données. Pardon, dans lequel il y a un certain nombre d'informations, même confidentielles de la boîte, dans lequel vous allez avoir des informations sur sa stat technique, sur les outils donc utilisés, sur les mesures de sécurité mises en œuvre, sur les finalités de traitement, sur les durées de conservation, etc. Et c'est un engagement contractuel. Okay, ils sont obligés de le respecter. Et c'est d'ordre public. C'est-à-dire qu'autant on peut évidemment donner des modalités à ces obligations, mais ces obligations, on ne peut pas les changer. Et donc là, un prestataire, vous avez l'obligation, vous, responsable de traitement, tous ici, vous avez l'obligation de contrôler ces prestataires. Et concrètement, qu'est-ce qui se passe si ce n'est pas le cas? Imaginons demain, vous avez un prestataire qui a une violation de données, c'est-à-dire que votre prestataire et vous avez une obligation de moyens en termes de sécurité, ce qui est normal. C'est-à-dire qu'obligation de moyens, obligation de résultat, pour que tout le monde comprenne bien. Obligation de résultat, ça veut dire que je vous dis, vous n'aurez jamais une violation de données de votre vie. C'est évidemment impossible. C'est-à-dire que même Google, ils ne peuvent pas ils vont pas mettre des milliards. Il y aura toujours la Corée du Nord ou la Russie pour aller encore plus loin. Donc on ne peut pas avoir une obligation de résultat. C'est une obligation de moyens, c'est-à-dire que je vais démontrer que j'ai mis tous les moyens nécessaires pour protéger votre structure. Et donc vous avez l'obligation de contrôler votre prestataire. Si votre prestataire il vous démontre qu'il était conforme, qu'il a tout fait les choses bien, et que demain il a un problème lui aussi, parce que ça peut lui arriver, encore une fois, une obligation de moyens, mais que tous les deux vous avez bien fait le travail, il ne se passera rien. D'accord. Par contre, si vous n'avez pas contrôlé votre prestataire, et par exemple, je reprends celui de tout à l'heure qui réutilise les données des end-users pour son propre compte à les prospecter. Si demain, il y a quelqu'un qui le sait, c'est-à-dire
il va prendre les données, il va les vendre à quelqu'un qui va prospecter, il y a une personne qui se demande pourquoi, il remonte la chaîne et il se rend compte qu'en fait, c'est vous qui n'avez pas contrôlé tel prestataire et qui faisait n'importe quoi avec vos données, votre responsabilité est engagée. D'accord? Aussi simple que ça. Donc, c'est fondamental de contrôler ses prestataires, sur de plus en plus. Okay. Oui. Quand on travaille en partenariat, on dépend des conventions. Comment on fait pour contrôler un libéral, par exemple, avec lequel on va travailler? Eh bien, alors, effectivement, il y a des freelances qui peuvent être sous-traitants, tout à fait. Ceux qui vont traiter, peut-être, alors l'exemple typique, c'est un développeur, par exemple, qui va travailler carrément sur votre logiciel et donc traiter des données potentiellement de la base de données. C'est le même principe. Ils doivent normalement, s'il est bien sous-traitant, il doit normalement déjà avoir fait ces éléments. S'il les a pas, c'est pas terrible. Et en fait, il doit s'engager contractuellement à respecter toutes ces choses-là. Alors, je vais parler en termes de soins. Ah, pardon? En termes de soins. Ouais. Ah bah, c'est encore plus vrai en termes de soins. Oui, un libéral, on va prendre un infirmier libéral. Mais l'infirmier libéral n'est pas forcément sous-traitant. C'est pour ça que je parle de convention. Voilà. C'est-à-dire que, par exemple, s'il n'est pas sous-traitant, par exemple, prenons effectivement un médecin ou un ou une infirmière qui viendrait travailler avec vous, donc voilà, et qui lui-même est responsable de traitement, lui, s'il ne respecte pas le RGPD, c'est pour le coup, le concernant, dans le cadre du soin, c'est son problème, c'est pas le vôtre. Vous voyez, je vous donne un exemple. Dans la convention, on n'a pas besoin. Alors, normalement, dans la convention, les deux parties s'engagent à respecter le RGPD pour chacun pour sa popote. Et s'il ne la respecte pas, c'est un manquement à l'obligation contractuelle vis-à-vis de vous qui peut mener à une résiliation du contrat. Par contre, votre responsabilité ne peut pas être engagée. Vous n'avez pas d'obligation d'aller contrôler votre partenaire qui est responsable de traitement. Par contre, il y a des cas où c'est recommandé. Il y a des cas où on va vraiment, dans le cadre d'un partenariat, transférer énormément de données à un partenaire, nous concernant, et on a envie évidemment de les protéger. Donc, on va imposer des obligations similaires aux sous-traitants. Ça, c'est possible. Mais par exemple, pour un ou une infirmière ou une médecin, ce n'est pas le cas. OK. Et donc, effectivement, mais vous soulevez un bon point, c'est que aussi, dans le cadre de mon activité, il faut que je distingue ce qui fait l'objet ceux qui sont des sous-traitants et ceux qui ne le sont pas, et que je puisse contrôler les uns les autres, et pour ceux qui sont responsables de traitement, bien me protéger. Tout à fait. Donc, un sous-traitant, vous avez vraiment l'obligation de le contrôler, tous les prestataires, et normalement, avant de le recruter. Normalement, d'accord. Donc ça, c'est vraiment important. Et nous, par exemple, ce qui se passe de plus en plus, et notamment pour les sous-traitants, c'est un enjeu très fort, c'est de démontrer très vite sa responsabilité, sa conformité, parce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'acteurs qui vont avoir le réflexe de d'abord nous solliciter en nous disant « j'ai fait un benchmark, voilà 3 acteurs. Est-ce que tu peux nous dire déjà lequel est le plus conforme ?» On va aller sur le site, on va voir en quelques secondes, on voit. Donc, si dans ceux qui sont connectés, comment dire, il y a des sous-traitants, sachez-le. Souvent, la façade, on dit bien site vitrine, c'est pas pour rien. C'est-à-dire que pour les sous-traitants, le site vitrine permet de savoir si on est conforme. En tout cas, s'il y a une volonté de conformité tout de suite, et ce n'est pas le cas, on peut perdre des prospects alors qu'on ne le sait même pas. Et pour vous, responsables de traitement, le site vitrine, il y a aussi des éléments de façade, la politique confidentialité, politique cookies, bandeau cookies, et vous avez aujourd'hui des anges gardiens du RGPD qui vont aller auditer votre site et vous donner scène dénoncer la CNIL sur leur réseau Twitter. Non, ça, j'ai vu ça. Et puis vraiment, c'est genre, c'est incroyable. Voilà, vraiment, donc ça existe. Voilà. Pour les dernières 15 minutes, je vous propose de parler d'un point qui peut-être vous intéresse. Alors, déjà, je ne sais pas si vous avez des questions pour vous, votre activité. Vous avez des problématiques déjà, peut-être. Vous voulez peut-être qu'on en parle? S'il ne reste que 15 minutes. Je te dis un tout petit mot comme sur la sous-traitance. Pour le respect du RGPD, pour moi, il y a 2 aspects. Le premier, c'est que vous, en tant que responsable de traitement, vous avez des obligations vis-à-vis des personnes dont vous avez les données. Elles ont le droit de s'opposer à ce que vous les stockiez, elles ont le droit de modification, enfin, il y a toute une série de droits. Et donc, nous, en tant que prestataire, en tant que sous-traitant, notre obligation, c'est de vous permettre à vous de mettre en place ce droit. Donc, si vous avez un bénéficiaire qui vient vous dire qu'est-ce que tu as sur moi, mon rôle, c'est de vous aider à répondre à cette question. D'accord?
et pour que vous puissiez derrière faire opposition, enfin faire tous les éléments de nous. Si je dis en VTR, l'aspect front, c'est nous, notre rôle, c'est de vous aider à remplir vos obligations. Mais c'est aussi derrière, en back-office, de protéger ces données. Donc, mettre en place toutes les sécurités qu'il faut. Là, on parlait de NIS 2, par exemple, c'est une norme de sécurisation des données. Faire en sorte que si jamais, et puis surtout de faire en sorte que si jamais les données sont violées, si quelqu'un y a eu accès, c'est mettre en place tout ce qu'il faut pour vous dire qui sont les personnes qui sont victimes de ça dans vos personnes, les personnes que vous suivez. Donc, est-ce que c'est telle catégorie de personnes qui a été touchée? Quand est-ce que les données ont été volées? Quelles données ont été volées? Donc, c'est vraiment assez complexe, en fait, d'être le sous-traitant. C'est, un, vous aider à respecter vos droits, mais deux, aussi, vous dire ce qui est devenu quand les données ont été protégées et de vous dire en plus ce qui est arrivé des données qui ont été graves. Mais non, mais tu as raison. Et d'ailleurs, en fait, finalement, j'ai pas insisté trop sur ce que vous devez faire. Oui, c'est ça. Donc, en fait, quand on est responsable de traitement, concrètement, bon, déjà, vous devez informer les personnes. Donc, tout ce qui est politique, confidentialité, blablabla. Bon, c'est ça les premières choses. Et notamment prospection aussi, on en parlera un peu après. Vous devez donc contrôler vos prestataires. Deuxième chose. Effectivement, vous devez aussi sécuriser vos systèmes d'information. On parle de deux choses, de sécurité technique et de sécurité organisationnelle. Technique, ça va être, je sais pas, j'ai une base de données, je la chiffre, je me mets des VPN, des machins. Organisationnel, c'est que je vais mettre en place des procédures qui permettent d'imposer à mes salariés des mesures de sécurité, de respecter certains standards de sécurité. Je pense par exemple à la charte des systèmes d'information, peut-être que ça vous parle. Typiquement, c'est un document qui normalement doit être rendu contraignant, donc soit via le CSE si on en a un, soit faire signer directement si on n'en a pas un auprès des salariés. Et l'objectif, c'est pour imposer à ces salariés de respecter ces standards de sécurité et s'ils ne les respectent pas, d'avoir un levier de sanction. Alors, par exemple, il y a la charte des systèmes d'information qu'il faut faire quand même attention à bien faire parce qu'on touche au RH, donc il ne faut pas se planter. Il y a des chartes IA maintenant aussi qu'on peut annexer à votre règlement intérieur sur l'utilisation de l'IA de manière éthique par vos employés. Vous avez des codes de conduite, des codes de bonne conduite, vous avez de la sensibilisation, donc ça c'est sur le volet RH. Si vous développez des outils, est-ce qu'il y en a ici, même pour vos comptes, qui développaient des plateformes? Personne? Vous n'avez pas de site internet, vous n'avez pas de plateforme, vous n'avez aucun truc pour ça, pour vous inscrire. Voilà. Par exemple, les sites où on peut même s'inscrire, adhérer en ligne et compagnie. Donc, en fait, ça veut dire que vous avez une plateforme. Cette plateforme, elle doit respecter un certain nombre de choses. Elle doit respecter tout ce dont on a parlé tout à l'heure, l'information et compagnie, mais pas que ça. Il y a aussi le principe de minimisation des données. C'est-à-dire on peut traiter que les minimums de données. Il y a les questions de durée de conservation, combien de temps je les garde, etc. Voilà, donc, vous devez respecter toutes ces choses-là. Donc, c'est-à-dire que vous devez respecter tout ça. Et en plus, si vous avez une plateforme, vous devez faire en sorte qu'elle soit conforme dès la conception. Donc ça, il y a tous ces éléments-là à respecter pour un responsable de traitement comme vous. Il y a des choses à faire. J'ai une question. On accompagne des gens sur du très long terme. Ouais. Donc, bien sûr qu'on les informe à l'arrivée. Mais on a des gens qui sont chez nous depuis 20 ans. Ouais. Donc, au bout de tous les combien, on doit leur rappeler Alors, bonne question, parce qu'en plus c'était il y a 20 ans, le RGPD il connaissait pas en plus. Non, mais vous, à l'époque c'était leur dossier papier. On a vos données, vous pouvez y accéder. Voilà. Est-ce que vous avez des interactions régulières avec ces gens-là ou en fait ça peut être par exemple, ça peut être tout simplement une fois de temps. Ça peut être lors de ces interactions-là, parce qu'en fait, il y a différents types de mentions. Vous pouvez avoir des formulaires qui vont signer. Il y a la mention qui dit allez voir vos politiques confidentialité. Ça peut être dans les emails qu'on reçoit. Ça peut être dans les conventions qu'on est toujours amené à signer. En fait, il faut voir par rapport à votre parcours. Si, imaginons, il n'y aurait aucune interaction, il faudrait peut-être informer en envoyant un mail, par exemple. Okay. Si vous avez des interactions, ça peut être dans le cadre de ces interactions. Okay. Mais c'est mieux de laisser une trace quoi qu'il arrive. Alors, le mieux, c'est clairement, au moins une fois, du moins surtout pour des anciens. C'est-à-dire que nous, par exemple, ce qu'on fait, alors c'est plus simple si on a une plateforme, mais c'est la même chose, même si on a une convention, c'est qu'en fait, vous allez avoir la mention d'information liée dans le formulaire qui va vous renvoyer vers la politique confidentialité. Vous avez signé, soit tu l'as lu, soit tu l'as pas lu, mais moi, je t'ai bien informé. Tu l'as pas lu, c'est ton problème. Moi, j'ai fait le travail. D'accord. Donc ça, c'est important. Il reste 10 minutes. Si vous avez des questions, je ne sais pas si sur le chat, il y a des questions.
Ah, s'il y a des questions. Ah bah attendez, je vais juste regarder un petit peu les questions. Il y en a une, deux, et allez-y hein, si vous en avez, tout le monde. Hop, donc il y a Adrien qui nous dit pouvez-vous nous faire un petit point sur la distinction données perso, données sensibles? Est-ce que cela induit à, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, hein, une différence de traitement? Donc oui, hein, donc données, je l'ai dit, hein, données sensibles, il y a des règles particulières, on n'a pas le droit de les traiter par principe et il y a des règles particulières pour les traiter. Il y a Vincent qui nous dit j'ai une difficulté dans ma structure, il m'est demandé de donner l'accès à l'ensemble des travailleurs sociaux, l'ensemble des données personnelles et salariés en parcours suivant dans SIL et SAM. J'imagine c'est un SIRH. J'avais demandé à la CNIL son avis qui m'avait répondu pour elle que non, un travailleur social ne doit pas avoir accès qu'aux données de salariés qu'elle suive, non pas aux autres. Donc c'est la CNIL, pour le coup, ne s'est pas trompée. Donc effectivement, et ça c'est un autre principe dont je n'ai pas vraiment parlé, mais principe d'habilitation, c'est-à-dire que, et ça paraît en fait assez logique, c'est que je ne peux pas avoir les données de tout le monde tout le temps, quoi. Évidemment, je vais avoir que les données qui me concernent. Je crois que l'exemple le plus parlant, c'est il est normal que les données RH, il n'y ait que le ou la RH qui les donne. On n'a pas envie, allez, éventuellement le manager ou la manageuse, mais on n'a pas envie que tous ses collègues aient forcément toutes les infos nous concernant. Logique. Ça, c'est exactement ce qu'il faut faire. Donc là, et si tout le monde peut avoir accès aux données, il y a un problème. Il ne faut surtout pas que tout le monde ait accès aux données. Ce qui pose d'ailleurs un petit point, petit aparté. Hein. Alors, je vais peut-être en faire sauter quelques-uns au plafond, mais c'est les adresses communes qu'on a. On a une boîte commune où en fait on envoie des choses, mais en fait on ne sait pas à qui elle appartient, on ne sait pas qui fait. Donc s'il y a quelqu'un qui fait n'importe quoi, on ne sait pas qui l'a fait, on ne sait pas ce qui se passe. Ça c'est pas foufou. Hein. Voilà, il faut essayer de, s'il faut essayer de faire quelque chose là-dessus. Voilà, donc là, c'était les seuls. J'ai l'impression qu'il y a d'autres questions. Alors, j'ai encore quelques questions. Est-ce que vous en avez déjà, vous? Profitez-en s'il reste quelques minutes. Non? Vous n'avez pas de questions? Alors, attendez, il y a Vincent qui dit ma structure est demandé de donner avec ça. Ça, on l'a déjà dit. Virginie. Une petite remarque. Moi, au début, je pensais que le RGPD, c'était que sur les données informatiques. Ce n'est pas le cas, c'est sur les données papier. Oui, c'est vrai. Donc c'est important, quand on parle de travailleurs sociaux qui écrivaient sur les cahiers, etc., il faut savoir qu'ils ont aussi l'obligation, donc ça rentre dans le système d'information, même si ce n'est pas de l'informatique. C'était ce que je trouvais important. Et la dernière, c'est sur la durée des traitements. Alors, vous disiez que vous aviez des personnes pendant 20 ans. De ce que moi j'ai compris, la CNIL ne donne pas une durée de traitement maximale. D'accord ? Par contre, elle dit juste que vous devez avoir les données tant que vous en avez besoin. On peut avoir, je ne me trompe pas, on peut avoir des données pendant 20 ans sur une personne si c'est. Ça dépend. Tu as raison, mais pas pour tout. Pas pour tout. En fait, ça dépend de la finalité. Et il y a certaines finalités où, de toute façon, la durée, elle est. En fait, vous avez la durée. Le RGPD, effectivement, il est très général. Il dit ce que tu viens de dire. Et après, comme ça ne suffit pas, il va y avoir soit la CNIL qui va nous dire ce type de données-là, pour cette finalité, tu as le droit de la garder que tant de temps. De toute façon, il y aura 5 minutes après, donc je vais parler de la prospection, par exemple. Prospection, la CNIL vous dit c'est 3 ans après le dernier contact. Et tu n'as pas le droit de garder plus. Point. La vidéosurveillance, c'est 1 mois. Point, par exemple. Et après, sinon, il y a aussi des textes de loi. C'est-à-dire que, par exemple, en droit du travail, on va dire faut garder le dossier du personnel pendant 5 ans après le départ du salarié, par exemple. C'est la loi qui le dit. Donc, mais si la loi ne dit rien et si on n'a pas de texte de la CNIL, enfin de jurisprudence de la CNIL, c'est la durée nécessaire. Et donc, effectivement, vous, tant que vous faites la prestation pour ces gens-là, traitez les données pour ces gens-là, il n'y a pas de sujet. Mais par contre, c'est ça qui est tricky, qui est un peu difficile avec le RGPD. La durée de conservation, ce n'est pas le plus simple parce que vous allez avoir des données qui ont plusieurs finalités. Par exemple, les mêmes données, j'utilise pour faire de la newsletter, pour faire de la prospection, pour mon service et compagnie. Et en fait, là, chaque finalité va avoir une durée particulière. Donc, il y a des fois, je vais pouvoir la garder, mais il y a des fois, je ne peux plus l'utiliser pour cette finalité, etc. Donc, ça peut être un peu galère. Et où est-ce qu'on peut trouver ces... Nulle part. Parce que moi, je me suis penchée sur l'archivage. D'abord, je vois pour guider un peu les bactéries. Vous aurez malheureusement... Alors, je pense que comptabilité, alors RH, je vais prendre les 5 ans pour X2. Ouais, alors attention, parce que 5 ans, c'est pour certains trucs. Hein. Il y a des fois, c'est plutôt 70 ans. Il faut faire attention. Oui, justement. Ouais. Et alors, le pire, effectivement, c'est pour la protection de l'enfance. Ah ouais. Non, mais c'est tout à fait. Entre l'association, le département,
la PJJ. Mais vous vous occupez que de ce qui concerne votre association. C'est-à-dire que, en fait, on coupera au montage. On a déjà travaillé pour la région. C'est l'enfer tellement ils sont mauvais sur le RGPD, hein, concrètement. Ils font n'importe quoi. Enfin, en tout cas, la dernière fois que je travaillais avec eux, c'était il y a 1 an et demi. C'était vraiment l'angoisse. Hein. Ils disent n'importe quoi. Donc, c'est pas parce qu'eux, ils font n'importe quoi que... Voilà. Ce que je veux dire, c'est que vous avez, vous, en tant qu'asso, des obligations. S'ils ne les respectent pas, c'est leur problème. Hein. Donc, par exemple, imaginons demain, vous êtes amené à supprimer une donnée, par exemple, et eux, ils ne le font pas, ce n'est pas votre sujet. Alors, en fait, c'est tellement embrouillé que les responsabilités sont divisées entre... Ouais, bah, ça ne m'étonne pas, c'est leur manière de faire. Les seuls qui ont à peu près tracé les choses, c'est la PJJ, notamment sur les dossiers de génétique, mais pas du tout l'aide sociale à l'enfance. Et je me dis que précisément avec la montée en puissance des conflits, enfin, moi, je veux avoir accès à mes données, où est mon dossier, qu'est-ce qu'on a écrit sur moi, où c'est, ça va être un peu bleu. Ah oui, je ne peux pas vous dire le contraire, et effectivement, il n'y a pas... Déjà, s'il y en a qui viennent chez nous, dans la cave, et il n'y a pas de fichier sur les durées de conservation fait par la CNIL. Elle en avait fait un, et puis elle l'a retiré. Complètement, oui. Donc, du coup, moi, j'ai eu un peu de mal à savoir où on en est. Ah bah, vous y arriverez difficilement. C'est vrai, mais je ne dis pas que c'est normal. Hein. J'ai envie de dire tant mieux pour moi, mais par contre, c'est pas normal. Dans l'absolu. Comment? Si on a un financement laissé en place sur le dossier numérique de l'usager, vous avez actuellement tout est sur papier, tout est sur serveur éparpillé. Enfin, on peut avoir des données, si on a des plans, sur quelque chose. Donc, l'idée déjà de les protéger avec un logiciel dédié, ça va quand même être beaucoup plus simple pour tout le monde. Néanmoins, qu'est-ce qu'on fait du passif, quoi? C'est du papier? Oui, franchement. Et des données informatiques. Alors, c'est souvent ça un peu le galère. Alors, Idriss avait raison, c'est-à-dire qu'effectivement, le papier est soumis au RGPD. Mais je mettrai une bémol, c'est que votre responsabilité ne sera jamais engagée sur le papier. Parce qu'en fait, le vrai sujet... Ah, c'est pas vrai. Évidemment, si vous... Non, mais c'est-à-dire que c'est vrai, sauf si vraiment vous faites n'importe quoi. C'est-à-dire que si vous aviez des feuilles de paye, par exemple, de salariés et que vous les laissez à la nature, oui, bon, là, c'est sûr que le salarié peut se plaindre. Mais ce que je veux dire, c'est que si c'est tout dans les archives fermées à la clé, franchement, le sujet, il ne sera pas trop là parce que le risque, il est plutôt numérique parce que c'est là où, dès qu'elle part, la donnée, elle est démultipliée en des millièmes de secondes dans autant de copies qu'il ait pu exister et là, c'est foutu que vous ne la récupérez jamais. La réalité, c'est que là, il faudrait quand même, déjà qu'on force, imaginons que vous avez tout dans un coffre, il faudrait forcer le coffre, il faudrait faire des milliers de photocopies et les balancer au-dessus de Paris avec un avion, quoi. Donc, donc le risque, il est quand même plus faible. Donc, moi, ça ne serait pas la priorité parce que je ferais genre ça... Pas le sujet, je l'ai mis dans un coffre-fort fini ou à la cave. Et plutôt, par contre, sur l'existant, typiquement, ça dépend des typologies de données que vous avez, mais des choses, en fait, ce ne serait pas si compliqué. Il y a des trucs, par exemple, au-delà de 5 ans, allez, je peux supprimer parce que je n'ai plus de sujet. Mais il faut regarder un peu les typologies de données que vous avez pour ne pas faire de bêtises. Oui, ouais. L'HAS a des points très précis quand ils font maintenant nos évaluations externes. Et malgré tout, alors ils ne préconisent pas un RGPD, mais ils regardent quand même si on utilise beaucoup le papier et si on conserve papier des données de patient. Et surtout si on a un dossier minimisé, ils demandent à ce que le dossier soit rempli et qu'on ait de moins en moins de papier. Donc, c'est un peu difficile puisqu'on a quand même... par exemple, nous, des évaluations au domicile, hein, donc on garde le papier, même si on rentre les données sur le dossier numérisé, on garde quand même le papier. Qu'est-ce qu'on fait de ce papier-là? Je vous dis, hein, vous le mettez à la cave ou non mais sincèrement. Comment? On le cache. Oui, parce qu'en fait, il faut aussi être pragmatique avec le RGPD. C'est-à-dire que le RGPD, ça peut devenir une usine à gaz très vite. Typiquement, là, sur la durée de conservation, imaginons que vous avez des milliers et des milliers de papiers depuis 15 ans. Vous n'avez juste pas les ressources pour passer 6 mois à pouvoir... et puis, ça n'apportera rien. Le risque, il est de 0. Vous les mettez à la cave. Fini, quoi. Et puis, dans 20 ans, vous les supprimez. Et puis voilà. On peut avoir des données qui soient bloquées parce qu'il y a eu une cyberattaque. Ouais. On a besoin quand même de papier. Alors, ça, c'est mauvais réflexe.
Ah ouais, c'est pas du tout comme ça qu'il faut réfléchir. C'est plutôt faux. Non mais ça c'est le mauvais réflexe, parce que le bon réflexe, parce que ça c'est le pire réflexe pour être transparent. Voilà. Non mais c'est vrai, hein, parce que ça, pourquoi je vous dis ça, parce que justement il y a beaucoup de gens et ça est très fréquent, qui se disent je vais faire des copies de copies parce qu'on sait jamais, etc. C'est pas du tout ça qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est avoir un bon prestataire, par exemple un infogéreur, par exemple, je fais de la pub réseau social, mais par exemple qui lui en fait a des serveurs avec des backups, de backup, etc. Ce qui fait qu'imaginons elle est supprimée, de toute façon c'est pas grave, il y a le backup du backup, et en fait là ça roule au fur et à mesure et ça se supprime au fur et à mesure. Vous avez le contrôle de vos data. Si vous faites ce que vous dites là, c'est que le truc fréquent qui mène à des violations de données avec un gros volume. Parce qu'en fait, tous les salariés ils vont avoir peur de supprimer le machin, donc ils ont des fichiers depuis 25 ans sur leur ordinateur qui leur servent plus à rien. Mais après, je vous rassure, c'est classique, mais c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Parce que demain, violation de données, bim, il y a 20 fois plus d'informations que devrait en avoir. Alors qu'en fait, encore une fois, si vous avez les bons backups, vous avez la vraie sécurité. Voilà. Donc c'est pas le bon réflexe. Écoutez, on arrive à la fin de cette. Petite question. Ouais, bien sûr. Nous, on accompagne des personnes avec un handicap mental, parfois, et psychique. Et donc, certains nous demandent de garder leur mot de passe parce qu'on les aide dans leur démarche administrative. On sait que c'est touchy. On leur a fait signer une charte numérique qui a été faite par la ville et qui dit voilà, on s'engage à déconnecter, à ne pas utiliser les données, etc. Mais ça nous pose toujours question. On essaye de faire en sorte qu'ils ne nous les donnent pas. On nous les donne légalement dans les dossiers. Absolument pas le droit d'avoir ça. Alors, on en fait quoi de ça? Et en même temps, pour travailler, pour le bien de ces personnes, là, ouais, on les avoir, quoi. En fait, encore une fois, le RGPD, il y a peut-être des gens qui vous diraient « Ouh là là, mon Dieu, catastrophe, surtout pas ». En même temps, vous dites « Vous n'avez pas le choix, je le comprends très bien ». Je veux dire, en fait, il y a un moment donné, il faut essayer de pragmatique. La CNIL ne vous tapera pas sur les doigts si vous avez des personnes en situation de handicap qui ne pouvaient pas retenir leur mot de passe et que vous l'avez fait pour les aider. En vrai, là-dessus, il n'y aura pas de sujet. Par contre, la question, c'est bien sécuriser ces mots de passe, qu'ils ne soient pas à l'accès, justement, à l'abri que tout le monde ne puisse pas y avoir accès, qu'on puisse pas, qu'il y ait certaines personnes habilitées uniquement, éventuellement qu'on change les mots de passe qui permettent d'atteindre ces mots de passe fréquemment. Elle va plutôt être là le sujet que sur. Alors, ça a coupé de mon côté parce que j'ai plus de batterie, je suis navré. Ouais, comment ? Voilà, mais je suis toujours là. Et donc non, c'est plutôt ça. Mais effectivement, encore une fois, oui, dans des cas standards, il ne faut jamais transférer le mot de passe. Évidemment, personne ne vous demande jamais le mot de passe. Mais là, c'est un cas particulier qui est justifié par sa finalité et qui ne me choque pas plus que ça. Ok. Ouais. De rien. Et écoutez, donc ça va être la fin. J'ai juste juste une petite minute pour faire arrêter pour nous. Et vous parler un petit peu de DPO, évidemment. Donc évidemment, on est formidable, comme vous le savez bien. On est donc plus sérieusement, donc nous on est DPO externalisé, on est donc le deuxième DPO externalisé de France. On a beaucoup d'associations. On a nos offres, elles sont à partir de 200 € par mois jusqu'à beaucoup plus, mais ça dépend de la taille de la structure. Donc de 200, 400 et à partir de 600. Généralement, les associations, elles sont plutôt entre 200 et 400 € par mois. Et pour ça, nous, on fait tout. C'est-à-dire qu'on est votre délégué à la protection des données externalisé auprès donc, de la CNIL, pour vous qui êtes entité française. Et on fait tout pour vous. On audite tous les prestataires. Si vous avez une violation de données, ce que je ne vous souhaite pas, évidemment, on est là. Si vous avez, pour tous vos salariés, tout ce qui est encadrement, on le fait. Si vous avez des demandes de droit, des demandes d'accès de vos salariés, des bénéficiaires, de n'importe qui, on le fait. Travailler avec la région et ne pas se faire trop avoir, on le fait. Voilà, et tout ça de manière illimitée dans le forfait, il n'y a pas de surprise. Nous, c'est ça le principe, hein, c'est que on part du principe que pour être vraiment conforme RGPD, il faut que vous ayez envie de venir nous voir. Et donc, l'objectif n'est pas que vous ayez peur à chaque fois d'avoir des surplus de coûts quand vous venez nous voir. Donc, nous, tout est forfaitaire, une fois que le forfait, et c'est limité dans l'année. Et voilà, on vous accompagne. Et vous avez nous, c'est le principe, hein, c'est que vous avez un juriste dédié, un ou une juriste dédiée qui vous accompagne tout le long. Voilà. Et moi, je peux en parler du coup, parce que je suis. Voilà. Il y a quelques années, une petite histoire rapidement. Il y a 3 ans maintenant, 2-3 ans, OVH avait été attaqué. Ils avaient des serveurs qui étaient mal sécurisés. Et donc, nous, on loue des serveurs chez OVH.
Et il y a eu une attaque sur des machines que nous avions. Donc, on était en situation... bon. Nous, on était chez nos sous-traitants, mais on est aussi sous-traitants d'autres structures. Et donc, on a eu besoin très rapidement de détecter la panne, d'arrêter les flux, de faire un peu le... Et c'est vrai que moi, du coup, là, on a appelé Raphaël qui a répondu tout de suite. Mais surtout, ce qui est intéressant, je pense, dans notre cas, c'est qu'on a un DPO qui comprenait la technique. Il comprenait le problème, il savait on n'a pas besoin de lui expliquer ce qu'est un serveur, il savait ce qu'était un serveur. Il y avait une vision très précise de ce qu'il fallait faire, quand, etc. C'était bien pratique d'avoir quelqu'un qui connaissait et la technique et le droit. Donc, voilà, c'est un petit mot. Non, mais surtout qu'effectivement, tu avais en plus en face de toi des DPO, justement, que c'est une G suite à cette situation. Et en fait, ça t'a permis aussi de pouvoir te protéger, y répondre. Et ça serait le cas dans le sens inverse, ça avait été vous aussi. Parce qu'effectivement, maintenant, de plus en plus de structures vont avoir leur propre DPO. Et donc, en fait, si vous n'avez pas de DPO, face à eux, vous n'avez pas les mêmes armes. Je pense par exemple à la région, encore une fois, on coupera au montage, voilà, moi je me souviens encore une fois avec une de vos autres associations, donc je ne citerai pas parce que je ne veux pas les embêter, mais une association que vous connaissez tous, toutes et tous, typiquement la région a vraiment essayé de mettre toute la responsabilité du projet de la région sur eux, sur l'association, alors qu'en fait, c'était pas du tout à eux de le faire, ils n'avaient aucun contrôle, et là, le danger, il était hyper élevé, bien sûr. Donc, en fait, on a dû tout revoir et tout discuter, tout négocier, et c'était évidemment possible, parce que nous, on savait de quoi on parlait, donc ça devenait plus compliqué de nous dire qu'on avait tort, évidemment. Donc, on a pu bien le protéger. Donc, voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Nos équipes sont disponibles, évidemment, pour ça. Il y avait quelque chose que tu voulais partager, peut-être, non? Oui, moi, j'ai partagé le lien. Voilà. Merci Anaïs qui a partagé le lien dans le chat si vous voulez poser des questions à nos équipes. Et je vous enverrai le replay, donc si jamais vous voulez partager. Parce qu'on nous l'a envoyé aussi que les personnes qui devaient être en visio n'ont pas reçu le lien. Ok, donc, pour bien dire tout le monde, donc il y aura la visio qui sera envoyée. Non, parce que ces personnes qui devaient être en visio devaient pouvoir s'inscrire, mais ont tombé sur le lien de janvier 2016. Enfin, le 16 janvier, pardon. Du fait, elles n'ont pas pu s'inscrire pour pouvoir avoir la visio et le replay. Donc, il serait bien qu'elles puissent au moins avoir le replay. Si vous avez effectivement les noms et les adresses mail, je peux nous envoyer. Voilà, donc ce qu'on dit, c'est que vous aurez la visio, ceux qui nous regardent, vous aurez le replay qui vous sera envoyé. Et apparemment, il y a donc certaines personnes qui n'ont pas pu s'inscrire. Écoutez, on va de toute façon, on essaiera d'envoyer à tout le monde. Et voilà, n'hésitez pas à faire de la pub pour l'URGPD, c'est pour le bien de tout le monde. Passez une très bonne journée, merci de m'avoir écouté. Merci. Bon. Vous avez eu des croissants